la salle introductive qu'au lieu de faire, elle est importante parce qu'elle acte du dialogue entre les cultures, entre les époques. Et en fait, elle permet de comprendre que l'histoire de l'art, ce n'est pas une succession de styles, mais que, alors évidemment, pour une question pratique, on met des étiquettes, parce qu'à un moment, il faut bien commencer par quelque chose. Donc, dans l'espace et dans le temps, on va situer des périodes et des caractéristiques, et à partir de ces caractéristiques, on va essayer d'imaginer les personnes de l'époque, de la manière dont elles fonctionnent. Mais en fait, on se rend compte avec cette lecture que l'histoire de l'art au XXe siècle, les artistes, pour eux, en fait, c'est que des cycles. C'est pas une flèche qui va vers une progression. Avant, ils ne savaient pas dessiner, puis on sait de mieux en mieux dessiner, et on est de plus en plus intelligent, et on va vers un dessin de plus en plus parfait. La perfection, c'est peut-être d'évacuer le maximum d'informations parasitaires, d'anecdotes, pour retrouver le pur symbole premier qui permet de faire une lecture universelle avec un code extrêmement simple. Un degré zéro presque. Donc la simplification est une exigence et pas une régression. En fait. Et ça, c'est pour ça que souvent dans les œuvres d'art contemporain, on a l'impression que c'est très simple. Mais c'est pas simpliste. C'est parfois des gestes très simples, d'une très grande évidence, presque d'une évidence désarmante. On se dit, mais où se trouve l'action ou la production de l'artiste? Et justement, ça va interroger des nouvelles procédures et des définitions d'artiste. Est-ce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui doit reproduire des choses? S'il reproduit, quelle est la différence avec une machine? Quelle est la différence avec l'artisanat, etc. Et donc ça va soulever des réponses d'artistes. Les visages que nous avons vus à côté me font penser aux visages des statues de l'île de Pâques. Absolument, oui. Qui ont des milliers d'années. Oui. C'est curieux cette relation. Avec les artistes, alors qu'ils ne les avaient pas forcément vus, pour les avait pas forcément découverts. Effectivement, ils se rendent compte, les artistes, qu'il existe en quelque sorte des archétypes. Oui, c'est ça. Comme s'il existait un archétype, c'est-à-dire une forme archaïque, primaire, primordiale, qui serait une écriture universelle. Et donc, c'est ce travail de déconstruction de tous les langages pour nettoyer les parasites des époques, en fait, pour essayer et d'enlever toutes les anecdotes de toutes les époques pour retrouver peut-être une matrice originelle. Alors ça c'est ce qui va expliquer une grande partie de ce qu'on va appeler l'art dit abstrait. Ça ne va pas être juste, on va déranger les bourgeois, on va déranger le public, ça va être aussi, c'est d'abord des démarches d'artistes à l'intérieur de l'art, qu'après ça dérange, ça c'est autre chose, c'est parfois un parti pris. Ils ne sont pas forcément sympas les artistes. Comme nous d'ailleurs, il y a des moments pour chaque chose, mais des fois on n'est pas sympa. Et on a parfois raison à l'être. Voilà. Ça fait partie aussi du parcours historique de ce qui se passe dans l'histoire. Alors, continuons, quand on aura l'occasion d'aborder ça. Continuons ici avec ce tableau ici. C'est un tableau d'Henri Derain, les quais de la Tamise. On est en 1907. Je vous ai dit que la collection commence en 1904. Là, ça commence avec une salle, le fauvisme en France. Alors le fauvisme, le cubisme, tous ces ismes, ce n'est pas les artistes qui disent « je suis fauviste, je suis fauve, je suis cubiste ». C'est la presse qui a besoin de se saisir des événements qui intéressent les gens pour vendre et qui a besoin aussi de mettre, d'impacter, enfin comme aujourd'hui, d'impacter « ah oui les fauves, ah oui les couleurs, voilà. Ah oui les cubistes, ah oui les petits cubes ». Voilà. Donc les artistes eux-mêmes, je suis Derain, je suis Matisse, Vlaminck, voilà, tous ces artistes-là, en tout cas, en 1904, puis là c'est une œuvre de 1907, mais c'est la même typologie, sont réunis dans une salle, au Salon d'Eton, dans laquelle on a décidé de les mettre ensemble parce qu'ils avaient une seule et même caractéristique. C'est l'utilisation de la couleur d'une manière tout à fait différente de ce qu'on avait l'habitude de faire. Et puis on les appelle des fauves. Alors, appeler un artiste un fauve,
je ne sais pas si on dit de vous, vous êtes un fauve, ça veut dire que vous êtes agressif, que vous êtes dangereux, quoi. Donc, ça veut dire qu'on considère l'usage de la couleur qu'ils font comme étant agressif. Et effectivement, à l'époque, ce qui est perçu, nous on a l'habitude de voir des images, mais à l'époque, le public qui va aux expositions veut tout d'abord retrouver ou trouver ce qu'il croit que l'art doit être. C'est-à-dire ce que l'art officiel diffuse, ce qu'il a appris à l'école, qui est de l'art. Et là, qu'est-ce qu'on lui sert? On lui sert une scène de la rue. C'est pas Pénélope, c'est pas Ulysse, c'est pas le roi, c'est pas un roi, une reine, une princesse, c'est juste des gens de la rue, comme vous et moi. Donc la première chose qui perturbe, c'est qu'est-ce que ce tableau va m'apprendre, va m'édifier, en quoi je vais m'élever, puisque le but de l'école, de l'art, serait d'élever intellectuellement. Et pourquoi pas? Mais, premier choc, je ne vois pas ce qui se passe, qui pourrait m'élever dans les sujets. Le sujet perturbe. Et deuxièmement, ce qui perturbe, c'est l'utilisation de la couleur. On a un bleu presque électrique qui se trouve en tension avec du orange. Regardez, vous pouvez vous approcher, on peut le regarder comme ça. Ici, on voit bien à ce niveau-là. Non, mais n'hésitez pas, c'est vraiment super de voir les tableaux de près. Là, on est super bien. Regardez. Regardez, c'est de la peinture. Ce que je veux dire, c'est que longtemps, l'art, ça a été des images. Là, c'est de la peinture. On voit le travail de l'artiste, la manière dont il pose les couleurs en action. Là, regardez ce que je fais, et c'est réellement, je reprends le geste que fait cet artiste-là, que fait Derain. Il prend son tube de verre et il sort la couleur sortie du tube directement, cet empattement. Et si je fais ça, c'est que j'ai envie d'écrire une énergie de mon geste. Donc en fait, ce qui menaçait, ce que les gens ressentaient comme une menace, c'était non seulement les couleurs, le contraste, la dynamique des couleurs, mais aussi une énergie d'une nouvelle nature. Et ça les perturbe, parce que d'habitude, on peint, tout est techniquement bien représenté. A priori, on devrait comprendre que ce gamin, voilà, il a une veste, on voit bien la veste, la main, etc. Et là, c'est schématisé. Pareil ici, on sent des personnes, et vous voyez, on voit la poigne des mains, là, comme ça. On voit les pognes comme ça, là, vous voyez, hein? On sent qu'ils poussent. Pourtant, on n'a pas besoin d'avoir la tête. Donc l'artiste se dit, le spectateur, il ressent pourquoi j'irais rajouter de l'information qui va gêner la puissance de mon tableau en rajoutant des détails et des choses anecdotiques. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir s'ils ont une belle tête? Ce que je veux montrer, c'est l'effort. Donc j'enlève la tête, je montre l'effort. Et cet effort, je vais le restituer en montrant le contraste des couleurs et en montrant que moi aussi je fais du travail. C'est l'artiste au travail. Je vois la peinture, c'est du travail. C'est pas la production d'une image, d'une apparition, voilà, léchée. Et puis là, j'ai carrément tous les gestes, regardez. Je sens les gestes. Et ici, regardez, il a mis davantage, ici sur cette touche, il a davantage mis de blanc. Il a rendu plus laiteux les touches qui sont là par rapport à celle-ci. Il suffit de regarder, hein, voyez. Vous me dites, hein, regardez, vous voyez, on sent. Et il a laissé couler un peu la peinture. Il vient de pleuvoir. Le pavé est mouillé. Le reflet sur les pavés. Tout y est. Tout y est. Et là, le gamin, bon, on sent très bien qu'il a l'air de traîner la patte et il est davantage intéressé par ce qui se passe là plutôt que de son père, on sent, enfin son père, son grand-père, je sais pas, la personne qui est là, on sent qu'elle est obligée de produire un effort pour l'enlever. Tout y est. Toute l'expression y est. La couleur, l'énergie des touches. Pas besoin de détailler l'intégralité puisque tout ce que nous avons à comprendre est compris. Et puis, je continue, là juste, les gens travaillent, là, ils vaquent à leurs occupations. On sent qu'il y a des grues,
un chemin de fer, là on commence à sentir, on est en pleine urbanisation, on est au début du XXe siècle, hein, l'urbanisation et l'industrialisation c'est le milieu du XIXe. Voilà, on est sur les quais de la Tamise et il y a des barges, peut-être pour le charbon, voilà. Donc, et on voit qu'il y a des gens qui bossent et puis il y a des 4 types là qui regardent les deux, qui peut-être se promènent, qui ne produisent pas d'efforts, qui sont là à regarder ce qui se passe. Hein, il ne s'agit pas de dire ils travaillent pas, c'est bien, c'est pas bien, mais en attendant, on acte que ces personnages, très nettement, regardez, ils sont sur la barge, ils regardent, voilà, ils regardent les autres. Donc, l'art, c'est du travail, on doit le voir. Donc, en même temps qu'on voit l'image, on voit les touches du peintre. Et ça, c'est une révolution optique. C'est pas que optique, c'est aussi mental. Les artistes, cette transformation, c'est que les artistes ne veulent plus que l'œuvre d'art soit seulement l'illusion d'une belle image. À la fois, on montre la scène, mais le mécanisme de la scène. Un peu comme si on allait au théâtre, et qu'en même temps vous voyez les gens jouer, vous voyez toute la mécanique en place. Ou comme ces cinéastes qui, en même temps qu'ils montrent le film, vous montrent le film à l'intérieur du film. C'est une illusion, mais c'est aussi une production. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on voit l'acte de production de l'artiste en même temps que le résultat. Ben, cette vision-là qu'on appelle critique, c'est-à-dire pour respecter le spectateur et lui dire « Attendez, on est devant quelque chose qui vous touche, qui vous plaît, mais ce n'est pas la réalité », c'est toujours la mise en scène du travail. Eh bien, cette vision-là, c'est ce qu'on appelle une vision critique, et c'est ce qui va entamer l'histoire de l'art moderne. Alors, ça a commencé au milieu du XIXe siècle, Courbet, Manet, ça continuera avec Cézanne, les impressionnistes, les pointillistes, voilà, là on est début du XXe avec les artistes du mouvement fauve, mais ils sont dans cette même histoire de produire. On n'est plus un créateur au sens j'ai une vision de Dieu, alors voilà, chez le morceau, il s'agit de ça, mais je vais produire une vision du monde dans lequel je vis. Et cet ancrage dans la vie, comme si je sors de l'atelier et je suis face aux gens, la lumière, l'énergie, etc., c'est cette histoire-là, l'histoire de l'art moderne. Et c'est ce point qui traverse toute la collection. L'ancrage direct avec le mot réalité est compliqué, mais avec l'espace qu'on a en partage. Je finis là-dessus, on continue. C'est que du coup, on a l'impression que les couleurs sortent du tableau. Pour ça, on disait, c'est comme des fous, on a l'impression qu'elles sortent du tableau. Si, ça veut dire que le tableau pénètre dans votre espace. Quand un artiste ouvre une porte, elle s'ouvre dans les deux sens. Ça veut dire que la peinture sort, que vous êtes intégré par le mécanisme parce que vous complétez l'œuvre. Hein, les détails, l'émotion, il a plu, etc., etc. Ça veut dire que la couleur peut tout à fait venir gagner l'espace, le mur, c'est-à-dire les installations, tout l'art contemporain est déjà contenu dans ce geste-là. C'est une porte. Quand on ouvre une porte, c'est dans les deux sens, hein, la communication. Donc on va voir ce que ça va donner avec le cubisme.